Qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce samedi 13 juillet 2019 que vous présente Janvier Ninazwe à la cabine de son ingénieur J.D. Mwemero et Inès Gakiza pour la prise d'image. Sans trop tarder, passons immédiatement au titre du magazine. Une jeune élève de la 5e année a été violée par le chef de poste de police en zone Kinzanza, commune Gitanga de la province Rutana. Les habitants de la commune Kigamba en province Changuzo, non membres du parti au pouvoir, s'insurgent contre les contributions soi-disant pour l'inauguration de la permanence du parti CNDD-FDD. Et dans la rubrique Au cœur de la société, nous vous parlerons de l'intégration des écoliers et élèves réfugiés burundais dans le système éducatif ougandais. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Encore une fois, bienvenue, page sécuritaire d'abord. Les Burundais continuent à être victimes d'exécutions extrajudiciaires. Le cas le plus illustratif est celui de 2 personnes froidement exécutées jeudi dernier en commune Gihanga par le commissaire provincial de police à Bubanza. Un crime est commis en plein milieu de la journée maquillée. Et plus de détails avec Josiane Mouzanedz. Tout commence le lundi 8 juillet 2019. 2 jeunes hommes du parti CNL originaires de la colline Muyange sont arrêtés sans aucun motif, puis incarcérés au cachot de la police Gihanga. 3 jours après, c'est-à-dire le jeudi 11 juillet, le chargé de la logistique, communément appelé Dokor, les a sortis du cachot pour les embarquer dans le capot de sa voiture de type TI. C'était vers 9h45. 1 heure après, révèle notre source à Gihanga, ce fut le tour du commissaire provincial de Bubanza et celui de la commune Gihanga de débarquer à la même brigade. Accompagnés de plusieurs policiers, ils avaient avec eux 2 autres jeunes, les bras ligotés derrière leur dos. Commissaire provincial, commissaire communal, abari muri plaka zibiri na police baza bazanye abo bandi babiri mbere na brigade ntibabinjijemo bakazubira brigade carabandanya ariko batugana nkaja mu mpuzamuhari. Les prisonniers en question ne sont autres que les nommés Bizimana, surnommé Bizi, et un certain Hippolyte Ndaïsaba. À 11h pile, des rumeurs d'une fouille-perquisition visant à démanteler un groupe de bandits armés commencèrent à circuler. L'opération fut lancée et les têtes dirigées par le commissaire provincial de police à Bubanza, l'OPC1 Prosper Manilama et Elodie Dokor du nom de Benjamin. Les Imbonirakoulés du parti au pouvoir étaient aussi de la partie. Selon une de nos sources au sein de la police à Gihanga, le but de cette opération était de maquiller le meurtre de ces personnes arrêtées, un meurtre qui semble avoir réjoui certains agents du corps de police qui s'en ont par ailleurs vanté à travers les réseaux sociaux. On vient de leur régler leur compte. C'était des voleurs, l'un du village 2 et l'autre est de Busongo. Maintenant, tout est en ordre. Ce qui est sûr, c'est que les victimes n'étaient pas des voleurs. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de comment la police a enlevé 4 personnes avant de les exécuter, même si la police, à travers son porte-parole, Pierre Ngoulikié, a parlé de 2 présumés voleurs abattus. C'était un reportage signé Josiane Mouzanedza, un militaire du grade de caporal qui prestait à l'ISCAM, l'Institut supérieur des cadres militaires, a été tué mercredi dernier par son frère d'armes à l'aide d'un fer à béton. Et les informations fournies par la population proche du lieu du crime révèlent que le militaire qui a commis ce forfait était en état d'ébriété. Le point avec Emmanuel Niungeku. Ce militaire du grade de caporal, tué par son frère d'armes dans la soirée de mercredi le 10 juin, est connu sous le nom de Jésus-Marie Boulihabra. Son assassin est prénommé Arnaud, lui aussi du grade de caporal. Tous les 2 prestaient à l'Institut des cadres militaires, ISCAM en sigle. Ce témoin qui était proche du lieu du crime révèle que tout a commencé au moment où les 2 militaires partageaient un verre au quartier Kinanira 5. C'était dans un bar situé près du domicile de Prosper Bazombanza, ancien premier vice-président de la République.
Il est venu à militaire du camp Moha pour rendre visite à Wuli Habga. Pendant leur causerie, une dispute a commencé. Arnaud disait à Wuli Habga qu'il peut lui donner un coup de judo. Jésus-Marie Wuli Habga lui a répondu qu'il ne le pouvait pas car ayant subi une même formation. Arrivé non loin de l'ISCAM, à la hauteur de la parcelle du lieutenant général Prime Nyongabo, chef d'état-major général de l'armée, ils ont commencé à se battre. Ce témoin déplore le fait que les militaires qui étaient proches ne sont pas intervenus. Arnaud a alors donné un coup de judo à Wuli Habga. C'était vers 17h et ainsi la bataille a commencé. Comme Arnaud était plus costaud, il l'a poussé contre un morceau de fer à béton. Ce dernier lui a percé au niveau de la gorge et les militaires qui étaient proches assistaient impuissamment. Il a succombé à ses blessures après avoir été évacué vers un établissement sanitaire. Les informations que nous détenons de certains militaires prestant à l'ISCAM font savoir que l'auteur du crime a été mis aux arrêts et est pour le moment dans les mains de la police militaire. Les mêmes sources ajoutent que ce militaire consomme couramment de la drogue. La famille de Jésus-Marie Wuli Habga demande que justice soit faite. En tant que famille de la victime, nous demandons que les responsables de l'armée suivent de près l'attitude de certains militaires. Ce n'est pas possible qu'un militaire consomme des drogues alors qu'il utilise une arme. Que justice soit faite pour éradiquer ce genre de comportement et les autres pourraient en tirer une leçon. À ce propos, nous avons tenté de joindre le colonel Floribert Biyereke, porte-parole de la force de défense nationale, mais son téléphone était éteint. Merci à Emmanuel Niunge, Copage Droits de l'Homme. Le chef d'opposition policière en zone Kinzanza a été attrapé en flagrant délit en train de violer une jeune élève. La population de la zone Kinzanza craint que ce policier soit relâché vu que son arrestation a été difficile. Elle demande plutôt qu'il soit puni conformément à la loi. N'est-ce pas Inès Gakidz? Le policier arrêté, prénommé Richard, du rang de brigadier. Il a été arrêté à son domicile ce vendredi dans l'intervalle de 11h à midi. Nos sources en commune Gitanga révèlent que même si ce policier a été attrapé en flagrant délit en train de violer une écolière de la 5e année, son interpellation n'a pas été aussi facile parce que le commissaire de la police en commune Gitanga essayait de le couvrir. Des querelles se sont produites. Les policiers ont failli tirer dessus les habitants. Et ces derniers leur ont dit que même si ils ouvriraient le feu sur eux, ils n'allaient pas tous mourir. Toutefois, l'administrateur communal s'est bien comporté. Il a tout fait pour que ce policier soit arrêté. Le policier a donc passé sa première nuit au cachot de la police judiciaire. Les parents de cette commune Gitanga demandent que ce policier soit puni d'une façon exemplaire. Les habitants de Kinzanza, nous nous insurgeons contre ce comportement. En plus, nous demandons que ce policier soit puni, qu'il ne soit pas libéré comme on l'a souvent remarqué quand un policier commet un forfait. Il bénéficie automatiquement d'une imitation au lieu d'être puni. Des sources proches de l'administration confirment ces informations, mais contacté à ce propos, l'administrateur Arando Abike s'est réservé de tout commentaire. Merci à Inès Gakidza. 2 ans jour pour jour que Germain Rukuki, membre de la CAT Burundi, est sous les verrous. Il est condamné pour une peine de 32 ans de prison ferme. Cet activiste des droits de l'homme est accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de rébellion et d'avoir tenté de renverser le pouvoir. La coalition des défenseurs des droits de l'homme juge d'arbitraire et d'illégal cette détention et demande que Germain Rukuki soit libéré sans condition aucune. De surcroît, que le médecin qui a ordonné de le faire sortir de l'hôpital par force soit traduit en justice. Pire encore, Germain Rukuki ne peut pas faire appel puisque son dossier a disparu. Suivez à ce propos ma mère Sabushimike, porte-parole de la coalition des défenseurs des droits de l'homme. La coalition tient à rappeler que le procès de Germain Rukuki a été entaché de beaucoup d'irrégularités depuis l'instruction du dossier jusqu'aujourd'hui. Germain Rukuki a été mis en prison sur base grave d'accusations mensongères sans preuve matérielle, telles que l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de rébellion, d'assassinat, de dégradation des biens publics et de tentative de renverser un régime démocratiquement élu, ce qui lui a valu une peine de 32 ans ferme de prison. Des audiences ont été remises à des dates ultérieures sans précision et explication.
Pendant sa détention, Germain Rukuki a subi des persécutions comme la sortie de force de l'hôpital sur ordre du médecin sans attendre la guérison des blessures, ce qui est contraire à la déontologie médicale. La coalition trouve aujourd'hui plus grave que la disparition du dossier de Germain Rukuki viole dangereusement le droit de Germain à un procès équitable. La coalition exprime sa solidarité envers Rukuki qui traverse de multiples épreuves. La coalition demande à la justice de libérer Germain Rukuki sans aucune condition, tout au moins de le libérer provisoirement sous caution. La coalition demande à la justice de retrouver le dossier de Germain Rukuki et lui garantir un procès équitable. La coalition demande enfin la traduction en justice du médecin qui a donné l'ordre de faire sortir de l'hôpital par force Germain Rukuki. C'était Mamer Saouchimike, porte-parole de la coalition des défenseurs des droits de l'homme. Une courte pause puis on aborde la page gouvernance. L'inquiétude est grande au sein des habitants de la commune Kigamba de la province Changuzo. Les contributions pour l'inauguration de la permanence du parti CNDD-FDD sont à l'origine de cette inquiétude, car des listes de ceux qui ne contribuent pas sont dressées puis envoyées à la permanence provinciale de ce parti présidentiel. C'est un reportage de Hermès Nibandetsi. Nos sources sur place à Kigamba font savoir que les personnes qui ne donnent pas ces contributions pour l'inauguration de la permanence provinciale du parti CNDD-FDD ont peur. Leur liste est tressée et est directement acheminée à la permanence provinciale du parti présidentiel à Changuzo. Ceux qui s'opposent à ces contributions sont mis sur des listes qui par après sont envoyées à la permanence du parti CNDD-FDD. Depuis, ils sont plongés dans une peur panique. On s'inquiète pour leur avenir. Les cadres de ce parti devraient plutôt s'adresser à leurs membres pour ces contributions et laisser les autres dans l'inquiétude. Vraiment, ils violent leurs droits. Ces habitants de la commune Kigamba se plaignent que ces contributions soient exigées aux non-membres du parti présidentiel. Les Bakenyerarugamba, les Imbonerakure passent dans chaque ménage pour collecter ces contributions pour l'inauguration de la permanence. On se demande pourquoi tout le monde, y compris même ceux qui ne sont pas membres de ce parti, doit obligatoirement contribuer. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Marie-Rose Naimana et Désiré Njiji, respectivement administrateur de la commune Kigamba et gouverneur de la province de Changuzo, pour plus d'éclaircissements sur ces inquiétudes des habitants de Kigamba, mais sans succès. Merci à Hermès Nibandetse. Aucune solution n'est pas encore apportée à la carence de carburant dans la municipalité de Bujumbura, dont l'enfile d'attente s'observe toujours chez quelques stations-service qui en disposent de temps en temps. Les nécessiteux, quant à eux, ne cessent de se lamenter du temps qu'ils passent à attendre pour enfin être servis en une quantité insuffisante. Et Rachel Kagissier nous en dit plus. Depuis le début de cette semaine, la pénurie de l'essence se fait de plus en plus sentir. Ce samedi matin, il était difficile de s'approvisionner en essence au centre-ville de Bujumbura. Par exemple, des files indiennes s'observaient depuis le parking sud pour s'approvisionner sur le station situé au nord-est de l'ancien marché central du Bujumbura. Certains des conducteurs de taxi rencontrés sur place se plaignent de travailler à perte. En plus de faire la queue pendant plusieurs heures, la quantité servie ne correspond pas à la quantité achetée. Au sud de la ville, sur le boulevard de la Liberté, les stations-service Kibenga, Delta et Kinindo n'avaient aucune goutte d'essence. Suite à cette pénurie d'essence, les prix de transport ont été revus à la hausse aussi bien en ville qu'en l'intérieur du pays pour les usagers des véhicules à essence comme le témoignent ce citoyen. Les chauffeurs avancent notamment qu'ils achètent le litre à 4 000 ou à 5 000 francs sur le marché parallèle et que par conséquent, ils sont dans l'obligation de majorer les prix de transport pour récupérer cet argent. On était habitué à la pénurie de mazout, mais le pire aujourd'hui, ce qui s'ajoute de l'essence. La nouveauté, cette pénurie d'essence vient s'ajouter à celle du gasoil tant à Bujumbura qu'à l'intérieur du pays. Merci à Rachel Kagissier. Un réfugié burundais du camp de Nakivale en Ouganda a été grièvement blessé à la machette par des hommes armés non identifiés ce jeudi soir. La victime a été dépêchée vers l'hôpital de la localité pour les soins. Vicky Chris Ninheletse pour plus de précisions.
Ce réfugié du camp de Nakivale, grièvement blessé par des hommes armés de machettes, est connu sous le nom de Richard Aisha Kiye du village Kachojwabe. La victime indique que l'attaque a eu lieu jeudi soir lorsqu'elle est rentrée chez elle. Je rentrais à la maison, mais avant d'ouvrir la porte, je me suis d'abord dirigé vers le lieu d'aisance. J'y ai alors croisé des personnes inconnues qui m'ont du coup attaqué à la machette. Une bagarre s'est aussitôt produite et j'ai crié au secours. C'est ainsi que les malfaiteurs ont pris fuite. Au moment où je tentais de les poursuivre, j'ai reçu un coup de machette au niveau de la tête. Et j'ai immédiatement perdu connaissance. Les réfugiés burundais du camp de Nakivale s'insurgent contre de telles attaques. Ils demandent au gouvernement ougandais et aux organes habilités d'assurer convenablement leur protection. Nous demandons au gouvernement ougandais qui nous héberge et aux forces de sécurité d'assurer et garantir notre sécurité. De tels cas se manifestent et refont souvent surface dans ce camp de Nakivale. On se demande donc si on a fui de l'insécurité vers une autre insécurité. La victime a été dépêchée vers l'hôpital de Nyarugugu où il est en train de recevoir des soins. C'est le moment de la rubrique au cœur de la société. Et aujourd'hui, on va consacrer cette rubrique à l'intégration des écoliers et élèves burundais réfugiés dans le système éducatif en Ouganda. Au cœur de la société, c'est une production de la synergie des médias qui vous est aujourd'hui présentée par Emile Nivasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuyawanyageugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Leur intégration dans le système éducatif ougandais reste mitigée pour eux. Les écoliers et élèves burundais s'adaptent peu à peu dans un système qui leur exige l'apprentissage d'une langue pas tout à fait familière, l'anglais. Le mini-magazine Au cœur de la société de ce 13 juillet 2019 entre en contact avec ces réfugiés burundais qui ont été obligés de commencer ou poursuivre leurs études en Ouganda après l'éclatement de la crise de 2015 au Burundi. Emile Niwasumba, je suis à la présentation de ce mini-magazine. Bienvenue. Mbarara, c'est l'une des villes de l'Ouganda où les Burundais ont trouvé refuge depuis l'année 2015. On y trouve également plusieurs écoliers et élèves burundais. Par exemple, sur un total de 556 élèves qui fréquentent l'International Window School, 86 sont burundais. À Cleanland Secondary School, il y a également 601 élèves, dont 52 burundais. La synergie des médias s'est rendue en plein cœur de la ville de Mbarara et y a rencontré certains élèves burundais, comme le témoigne ce reportage de Thierry Bigirindavyi. Cet élève burundais qui faisait des études secondaires ici à Mbarara indique qu'il s'adapte peu à peu, même si la langue anglaise lui donne du fil à retordre. Ici, on fait des dictées pour prendre des notes, alors qu'au Burundi, on copiait ce que l'enseignant écrivait au tableau. Il nous arrive souvent de faire des erreurs parce que la dictée, c'est en plus en anglais. Quand l'enseignant le remarque, il te gronde et parfois te met dehors. Un autre problème, c'est que parfois l'enseignant parle en kenyakole pour expliquer aux élèves, alors que nous n'y comprenons rien. De son côté, celui-ci explique qu'il s'est déjà adapté. Je me suis déjà adapté. Au début, j'avais des problèmes. Ça m'a pris 6 mois pour m'adapter. Aujourd'hui, même l'anglais n'est plus un problème pour moi. Dans plusieurs écoles privées d'Mbarara, l'on enseigne désormais la langue française. Mais, selon les élèves burundais, il s'agit d'un niveau très bas de français, même si les bons résultats obtenus dans ce cours leur permettent parfois de réduire le vide laissé par d'autres cours. L'enseignement primaire comptait plus de 100 écoliers burundais à Mbarara l'année dernière, selon les chiffres donnés par les enseignants. Les mêmes sources indiquent qu'au niveau du cycle supérieur au secondaire, il y a plus de 200 élèves burundais qui fréquentent les établissements ougandais à Mbarara.
au primaire et au cycle inférieur du secondaire, les Burundais s'adaptent rapidement, selon Ferdinand Ntiganzwa, qui enseigne le français dans certaines écoles d'Ombarara. Par exemple, ceux qui commencent leurs études ici en Ouganda, c'est-à-dire au niveau primaire, ils s'adaptent facilement comme leurs camarades ougandais, même si les conditions de vie ne sont pas les mêmes. Mais ceux qui ont interrompu leurs études au Burundi, suite à la crise qui a endeuillé notre pays, le Burundi, depuis avril 2015, ils ont été obligés de reculer 2 à 3 ans. Vous imaginez, 2 à 3 ans à cause de leur niveau en anglais. Par exemple, on peut trouver celui qui était en 6e, qui s'est vu en 3e primaire. Et quand même, ça affecte leur apprentissage. Il y en a même des cas d'abandon. Ceux qui ont décidé d'abandonner les écoles parce qu'ils ne peuvent pas reculer. Mais quand même, au niveau primaire, qui ont pu persévérer, s'adaptent facilement, avoir même les résultats qu'ils décrochent à la fin du cycle. Et ceux de l'école secondaire peuvent aussi être classés en 2 catégories. Il y en a ceux du cycle inférieur, ceux du cycle supérieur. Pour le cycle inférieur, là aussi, ils s'adaptent un peu facilement car ils sont obligés de suivre tous les cours en anglais, ce qui permet aussi de renforcer leur niveau en anglais. Cet enseignant burundais ajoute que, par contre, les élèves burundais du cycle supérieur font face à d'énormes difficultés. Un problème sérieux s'observe au cycle supérieur, où les élèves doivent choisir 3 cours d'options, lesquels feront l'objet de l'examen d'État à la fin du cycle. Et ceux-ci choisissent des cours que je peux juger de cours qui sont simples, c'est-à-dire qui ne nécessitent pas de rédaction pour ne pas se heurter à ce défi majeur qui est l'anglais. On peut voir des élèves qui choisissent comme le français, donc le kiswahili, ce qui n'est pas même bon pour suivre 2 langues, parce que ici c'est déconseillé de suivre 2 langues en même temps. Mais ils sont obligés de le faire. Ils choisissent soit le kiswahili, l'anglais, le dessin artistique, donc ces cours qui ne nécessitent pas de rédaction. Il y a un autre défi qui s'est observé au début, en 2016 ou 2015, mais ça n'a pas duré. C'est le temps alloué aux leçons qui est un peu long ici par rapport à celui de chez nous au Burundi, mais quand même ils sont adaptés facilement. On n'a pas de statistiques du taux de réussite de ces réfugiés burundais pour le moment, mais l'enseignant Ferdinand Ntiganzwa signale qu'il n'est pas satisfaisant. L'enseignant recommande qu'il y ait une formation en anglais pour les réfugiés burundais qui veulent poursuivre leurs études en Ouganda. Dans un rapport publié par le CREDEJ en mars dernier, 47% seulement des élèves et écoliers burundais réfugiés en Ouganda fréquentent l'enseignement primaire et secondaire. Les 57% restants n'ont pas continué leurs études une fois arrivés au pays de refuge ou ont abandonné l'école. Après un certain temps, le Centre de renforcement de l'éducation et du développement de la jeunesse a fait ses enquêtes sur les Burundais réfugiés dans les camps de Nakivale et Kiaka-2 ainsi que la capitale Kampala. Et voilà les réfugiés burundais qui se cherchent encore pour s'intégrer totalement dans le système éducatif ougandais étaient au centre des interventions dans la rubrique Au cœur de la société de ce 13 juillet 2019. Vous étiez en compagnie d'Emile Nivasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Emile Nivasumba, et c'est par ici, amis chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce samedi 13 juillet 2019. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci également à l'ingénieur Régie Demoué-Meroya Inès Gakidza pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninina Hazoué. Excellent week-end chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.